Ouais, parfait. Bah, merci, Elliot, d'avoir accepté l'invitation. Je te laisserai te présenter, même si je peux dire que tu es le coach de Meba Michael Zézé. Ouais. On va parler de sprint aujourd'hui, on va parler de plein de choses hyper intéressantes. Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde ton qui t'es et ton petit parcours, s'il te plaît? Ouais, ça marche. Bah, déjà, merci à toi, hein. Merci à toi de m'inviter sur le podcast. Euh, donc, ouais, comme tu l'as dit, donc, je suis Elian Draper, entraîneur de sprint. J'entraîne en ce moment un groupe de 8 athlètes, dont 3 athlètes qui sont en équipe de France et un athlète qui fait partie de l'équipe World Athletics athlète réfugié. Euh, à côté de ça, j'entraîne aussi des athlètes à distance. J'ai un groupe de 8 athlètes que j'entraîne aussi à distance, un peu partout dans le monde. Ça va de Hong Kong, Taïwan, Honduras, en passant par l'Islande ou la Belgique. Euh, et après, bah, je donne aussi des formations, je donne des cours à l'université, donc mes activités sont un peu variées. Ok, excellent. Bon, on a un peu les contours du personnage, du coup. Et comme je disais en intro, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, même si on a eu déjà pas mal de discussions, nous, en off, sur toutes ces thématiques liées à l'entraînement. Ouais. Euh, Première petite question, c'est quoi ta dernière séance personnelle que tu as fait là, les derniers jours? Tu parles de séances que moi j'ai pu faire ou que j'ai fait avec mes athlètes? Ouais, que toi, tu as pu faire. Après, on y viendra Que sur ce moi que... j'ai pu faire. La dernière séance que j'ai fait, c'était lundi, séance de musculation. On essaie de rester en forme, hein. Ouais, Donc, séance de musculation où j'essaie quand même d'y aller assez régulièrement avec des squats. En ce moment, je fais un petit cycle de force en squat complet, en deadlift et en développé couché. Donc, c'était une séance de 3 x 4 à 112,5 kg sur le squat complet, à 127,5 kg sur le soulevé de terre et à 102,5 kg sur le développé couché. Donc, et là, je récupère depuis lundi. top. C'est bien. T'annonces un peu les charges et les perfs. Ça me permet de mettre un peu les pieds dans le plat, du coup, parce que tu travailles vraiment avec ce qui se fait de mieux en termes d'athlète de vitesse. Ouais. Est-ce que tu travailles, j'ai forcément, je pense, un peu la réponse, mais est-ce que tu travailles aussi sur ces qualités de force maximale Ouais, ouais, bien sûr, parce que bah, souvent, en particulier dans les sports co, quand on parle de vitesse, on entend sprint et beaucoup vitesse max en fait. Quand on évoque le terme de travail de la vitesse, bah, ça va être OK, on va faire des sprints de 30, 40, 50 mètres. Alors qu'en fait, bah, c'est sûr que ça reste la, la manière numéro une de travailler la vitesse, hein, d'aller chercher ces vitesses-là. Mais après, quand on a énormément de temps, comme on peut l'avoir avec un sprinter, bah, on va aller chercher tout ce qui est accélération, on va aller chercher tout ce qui est endurance de vitesse également, et forcément aussi tout ce qui est aspect musculation, et donc que ce soit endurance de force, endurance de puissance, mais aussi évidemment les fondamentaux comme la force max, la puissance et la vitesse en salle de musculation. Ok, excellent. Euh, Tu es l'entraîneur perso du coup du groupe d'athlètes que tu as évoqué. De par ton background et toutes tes formations et ton cursus, tu gères aussi la préparation physique, tu fais aussi les correctifs techniques. Quel est ton Ouais, rôle? donc en fait, la particularité de l'athlétisme, qui est, je pense, un peu similaire à un sport comme la natation, même si je suis pas très familier avec la natation, euh, c'est que l'entraîneur est plus ou moins en charge de la globalité de la préparation de l'athlète. Donc ça va être parce qu'au final, c'est de la performance physique pure. Euh, et donc, souvent, il y a justement ce monopole, entre guillemets, de l'entraîneur sur tout ce qui va être préparation physique, préparation tactique
s'il y en a sur des courses qui sont un peu plus longues, style 400 mètres, 400 mètres et voire même des courses de demi-fond. Et justement, technique aussi sur tout ce qui est technique de course. Après, est-ce que c'est lié euh, 100% à la logique interne de l'activité qui est vraiment tournée sur le physique et que donc du coup c'est logique que ce soit la même personne qui s'occupe de tout ou à cause du fait qu'il y ait peu d'argent dans ce sport-là et que du coup les staffs sont réduits, ça je ne saurais pas te répondre. Après, moi, c'est vrai que j'ai été formé en Angleterre, du coup, je suis parti pendant 3 ans là-bas après mon master. Et bah, là-bas, l'entraîneur, en fait, avait la main mise vraiment sur tout le programme et il se faisait épauler par des préparateurs physiques parfois, que ce soit pour mettre en place les séances donc tout simplement en tant qu'assistant ou pour se challenger, avoir un peu des conseils, différentes perspectives, même si ça restait lui le décideur final. Euh, et après, là où il y a une aide, forcément, ça va plus être sur tout ce qui va être euh, prévention des blessures ou réathlétisation s'il y a eu une blessure, avec plutôt tout ce qui va être du paramédical, kiné, ostéo, médecin du sport, etc. Ouais, là, moi, je gère en tout cas la globalité de leur programmation, que ce soit leur entraînement spécifique sur piste, qu'on fait 4 fois par semaine, les entraînements en musculation qu'on a 3 fois par semaine, ou la séance, on a une grosse séance qui est axée, donc moi j'appelle ça la séance de PPG, mais en vrai c'est une séance plutôt de prophylaxie et prévention des blessures. Ok, donc c'est toi qui fais la, la planification, la périodisation et la programmation, et tu vas même jusqu'à prévoir aussi des stages comme vous l'aviez fait récemment. Là, c'est toi qui gères tous ces aspects-là. Ouais, c'est ça. Donc, bah, encore une fois, j'ai beau avoir, donc, comme tu l'as dit, Michael sur le 100 mètres, qui fait partie, on va dire, des 3 meilleurs sprinteurs français en ce moment. Euh, mais malgré ça, il y a quand même un manque de moyens autour de ça, ce qui fait que, en plus de tous ces aspects, entre guillemets, directement liés à l'entraînement, bah, il y a tous les aspects d'organisation et de logistique en termes d'organisation de stage, de déplacement en compétition, étant donné qu'il n'a pas d'agent pour manager sa carrière. Et c'est le meilleur athlète de mon groupe, donc tu te doutes bien que les autres qui sont moins bons n'ont pas d'agent non plus. Donc tout ce qui va être organisation de stage, achat de matériel, tout ça, bah, c'est moi qui vais le coordonner. Et donc, on s'organise en tant que groupe hein, pour essayer de mettre en place des conditions d'entraînement qui sont les plus optimales pour qu'ils puissent performer pendant la saison majoritairement estivale. Hmm. Ouais, enfin, ça me permet de faire une petite aparté, mais j'ai une profonde admiration moi, pour toutes ces disciplines qui s'entraînent et pour lesquelles les sportifs sont de vrais athlètes et ont des volumes d'entraînement hebdomadaires largement supérieurs à de nombreux sports collectifs et qui, malheureusement, comme tu dis, économiquement et financièrement, c'est quand même compliqué. Il y a un gap par rapport à ce qu'on peut voir, mais c'est franchement grosse force hein, parce que c'est Ouais, ah, c'est merci. beaucoup d'investissement et en fait, on les suit, ces athlètes, sur les championnats du monde, sur les Jeux olympiques. Et le reste du temps, ben, on n'en parle pas et pourtant, ils s'entraînent et c'est des machines. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est pour ça, après, bon, c'est le jeu, hein, j'ai envie de dire, parce que bah, c'est sûr que regarder un match de rugby qui dure 80 minutes, un match de foot qui dure 90 minutes ou un match de basket, bah, forcément, ça peut être plus médiatisé, attirer plus de personnes et donc forcément générer plus d'argent, alors que l'athlétisme, c'est quand même une discipline très générale, euh, en passant par le sprint, le demi-fond, le lancer de javelot. Donc, ce qui fait le saut à la perche, ce qui fait que chaque épreuve va être en soi assez courte. Euh, Si on va même sur un concours de perche qui va être assez long, bah, ça va être quand même très entrecoupé. Et puis, l'activité en soi elle va durer une dizaine de secondes maximum. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus difficile à médiatiser. Et donc,
un peu plus difficile de capitaliser sur ces événements-là. Mais après, c'est ça, hein, c'est la loi des médias principalement et de l'argent qui peut rentrer et sortir de ce sport-là. Donc, on fait avec ce qu'on a et on essaie de contrôler ce qu'on peut contrôler pour essayer justement de rentrer dans ce top mondial, dans ce gratin mondial qui, lui, bah, permet d'être confortablement, en tout cas confortablement installé pour pouvoir se préparer au mieux, quoi. Hmm. Mais c'est important quand même de le dire et de le rappeler rapidement. Du coup, on focus un peu plus sur le sprint. Tu es quand même l'expert dans ce domaine. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est un sprint, les différentes phases du sprint, même si tu pourrais pas en parler pendant 3 heures, tu m'as dit. Ouais, bah après, dans un sprint, donc de manière générale, il y a trois grandes phases euh, avec deux phases qu'on pourrait rajouter. Les trois grandes phases, c'est du coup la phase d'accélération, euh, la phase de transition et la phase de vitesse maximale. Donc ça, c'est les trois phases, on va dire, classiques. Euh, pour un sprinter, la phase d'accélération, elle va être vraiment entre 0 et 20 mètres à peu près. La phase de transition va se situer entre 20 et 30 à 40 mètres. Et la phase de vitesse max, ça va être assez courte hein, en soi. Ça va être les 10 à 15 mètres qui vont suivre cette phase de transition. Donc, la phase de vitesse max, en fonction du niveau du sprinter, elle va se situer, j'ai envie de dire, entre 40 et 60 mètres. Euh, donc, tu me diras, un sprint, ça dure 100 mètres. Donc, qu'est-ce qui se passe après? La phase qui va suivre, entre guillemets, après 60 mètres, ça va être du maintien, donc de l'endurance de vitesse. Va même y avoir une légère décélération. Et donc, ça, c'est les deux autres phases secondaires, entre guillemets, qu'on pourrait appeler secondaires. Donc, c'est la phase de maintien de la vitesse maximale ou d'endurance de vitesse, qui est importante dans le sprint. Euh, et la phase du coup de décélération, même si là, c'est pas une décélération volontaire. Quand on rentre dans du coup l'entraînement de la vitesse dans le sport co, la phase de décélération, elle va devenir à part entière une phase du travail de la vitesse. Parce que là, pour le coup, elle sera vraiment volontaire. Hmm. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que la terminologie est la même, mais le fond est totalement différent. On va lutter, pour le coup, dans ta discipline contre, lutter contre l'apparition de la fatigue, en fait. C'est ça, la vraie phase de décélération. Alors que nous, concrètement, on observe quand on parle de mouvements de transition, donc des accels décels, quasiment, ça dépend des études, 800, 1000, parfois 1500 mouvements de transition. Donc, avec des blocages et des changements de direction assez rapides. Ouais. Tu as aussi, du coup, fait le lien, parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec certains joueurs de sport co. Je sais que tu as travaillé un peu avec le rugby, avec le foot. Quel lien, quel parallèle tu peux faire avec ces différentes phases et ce que tu proposes au quotidien? Ouais. Tu vois, c'est marrant cette question parce que hier, j'étais un peu en train de jouer avec l'intelligence artificielle ChatGPT et je lui ai demandé, j'ai posé la question à l'IA, est-ce que le travail de vitesse est important pour un joueur de football ou de rugby? Et donc, il m'a sorti toute une liste d'arguments de pourquoi c'était important de travailler la vitesse pour un joueur de foot et un joueur de rugby. Donc, je pense que je vais utiliser un peu cet outil pour convaincre les différents coachs de foot et de rugby qui me disent que c'est pas important et que c'est pas nécessaire, en leur disant que même une intelligence artificielle arrive à reconnaître que c'est important. Euh, mais ouais, bah, comme tu l'as dit, des mouvements des phases de transition, c'est comme ça que tu appelles ça, Axel décèle, il y en a énormément. Et ça a même été prouvé par la recherche là sur autre chose, mais qu'il y avait, il me semble, de mémoire, aux alentours de 60 à 70% des buts marqués qui étaient le résultat d'une action à haute vitesse où il y avait en tout cas des hautes vitesses d'impliqués.
Donc ça veut dire que bah, déjà sur le plan offensif, le fait d'être capable de mettre de la vitesse, donc c'est sûr qu'il y a la prise d'information, il y a la capacité technique du joueur ou de la joueuse à manier la balle pendant qu'il est à haute vitesse. Mais bon, il y a quand même ce facteur de vitesse qui est important et qui a été prouvé sur le plan offensif. Euh, et après, sur le plan défensif, on sait très bien qu'un défenseur qui va vite, c'est toujours utile, surtout sur des phases de contre-attaque, par exemple, etc. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Et au-delà de l'aspect performance, il y a aussi bah, forcément l'aspect prévention des blessures, où si tu n'entraînes pas de manière régulière, que ce soit atteindre des hautes vitesses ou alors atteindre des niveaux de décélération très élevés, ben, tu t'exposes forcément à soit des blessures musculaires en match quand l'athlète va être exposé à ces vitesses-là, ou à des blessures même ligamentaires au niveau du genou, que ce soit sur des décélérations ou sur des impacts, donc, où pourrait y avoir un renforcement spécifique fait grâce à un travail de décélération, Ouais. je pense. Et pour le coup, j'ai pas mal de discussions sur ces aspects-là. Euh, on peut travailler forcément sur le terrain, c'est cette dimension d'accélération-décélération, mais il y a aussi tout un aspect générique et travail en salle qu'on peut faire via la force max qui va permettre à toutes ces structures dont tu parles de pouvoir encaisser des hautes vitesses, des hauts mouvements de transition, etc., etc. Tu parlais de vitesse max dans le foot. Je pense qu'il y a un réel intérêt. Et, il y a de nombreuses études qui viennent appuyer dans ce sens sur la prévention des blessures, notamment Martin Buchette la dernière fois, il y a peu de temps, qui a repartagé l'intérêt de sprinter et de se rapprocher. Alors, on disait il y a encore quelques mois, quelques années, d'être au-dessus de 90% de sa vitesse max au moins une fois par semaine. Après, il y a une fréquence d'exposition qui est variable, hein, qui est je dirais, entre 4 5 6 reps par semaine. Et maintenant, il dit qu'en fait, c'est mieux de se rapprocher finalement et de dépasser 95% de sa vitesse max. Au final, ça semble logique avec ce que tu dis, de se rapprocher toujours et d'exposer toujours ses muscles et ses tendons, nos ligaments à ces hautes intensités. Ouais, après, je pense qu'une grosse problématique des sports collectifs, c'est évaluer justement cette vitesse max. Euh, Parce que c'est sûr que si la vitesse max, elle peut être apparue, souvent c'est avec les GPS, hein, elle peut être apparue à un moment où où le joueur était très en forme, où il venait d'avoir 3-4 jours un peu plus tranquille. Ce qui fait que sur une semaine, par exemple, où il va aller toucher une semaine à 3 matchs ou même une semaine à 2 matchs, où il a une grosse séance le mardi. Ce genre de scénario où, OK, bah, son 100% de vitesse de base, où on sait en tout cas sa capacité à être à 100%, c'est celle-là, ça va être, je sais pas, 33, 34, 35 km/h pour les garçons. Euh, Est-ce qu'il serait capable d'atteindre cette vitesse-là, là, maintenant, avec son état de fatigue et son état de forme? Certainement pas. C'est pour ça que, il y a aussi ce débat intégré ou dissocié. Est-ce que ce 95% de vitesse max, on cherche à l'obtenir dans une situation de jeu ou est-ce qu'on cherche à l'obtenir sur une situation dissociée où on demande à l'athlète, OK, fais-moi un sprint de 30 ou 40 mètres à 100%. Et après, bah là, il y a le facteur confiance qui fait de est-ce qu'on lui fait confiance d'il va vraiment aller à 100% et du coup, même s'il n'atteint pas son 100%, il va aller toucher des 95, 96, 97% de sa Vmax du moment. Ouais, Ou est-ce que même on ne prend pas forcément ça en considération, on reste sur de l'intégré et on se base seulement sur sa vitesse max absolue qui a été faite à un moment dans l'année. Euh, ça, c'est ouvert au débat, hein. Ouvert au débat. Enfin, moi, j'ai vu plein de choses, hein. J'ai vu des moyennes de vitesse max atteintes sur les matchs qui étaient justement utilisées pour définir cette vitesse max. Donc,
Il y a beaucoup de choses. Après, moi, je suis quand même plutôt fan d'avoir un petit peu de dissocié, même si, voilà, avec les coachs, en tout cas le staff technique, ça peut parfois poser problème. Euh, voilà, pour moi, ça reste important si on veut venir travailler ou même entretenir une qualité physique, bah, de venir la travailler de manière dissociée. Pas besoin de faire énormément de volume. On en avait déjà discuté. Je suis aussi un grand fan du micro-dosing. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ça reste quand même important de maintenir ne serait-ce que 2 à 3 sprints dans la semaine en dissocié euh, pour les joueurs. Mais merci pour ta réponse, parce que tu mets le doigt exactement sur quelque chose de pertinent, c'est-à-dire que pour le sport co dans lequel je travaille, dans le foot, ou pour tes athlètes, quand on essaie de se rapprocher à chaque fois d'un 100% de vitesse max, il faut se dire que toi, encore plus que moi, tu es dans un sport où tout est chronométré. Euh, on ne peut pas à chaque fois aller taper son 100% de vitesse max ou du coup, son record à chaque sprint. Euh, Hmm. du coup, sur une semaine, si je suis à 96% de ma vitesse max absolue, peut-être qu'en fait, c'est le 100% de cette semaine-là. Et en fait, Exact. c'est là où c'est assez contextuel. Et une autre chose qui m'est venue pendant que tu évoquais ces points-là, c'est quand même on est dans un sport collectif où, où on doit se déplacer avec un objet qui est dans les pieds. Donc, forcément, cette dimension de sprint et de vitesse max, si on veut la rechercher en vitesse absolue, il faut inhiber, enlever le ballon et être sur des sprints Mhm. génériques rectilignes. Et si on veut prendre un aspect longitudinal, un suivi de la vitesse en jeu, en situation jouée, là, il faudra prendre en compte bah, le fait qu'il y a un ballon dans les pieds et qu'on l'atteint rarement en match, en fait. Ouais, c'est ça. Après, souvent, cet aspect de, OK, je vais travailler une vitesse max que mon joueur, il va jamais atteindre avec balle au pied ou même balle en main pour un joueur de rugby, parce qu'au final, c'est un peu le même combat, hein, même si le ballon n'est pas au même endroit et que c'est sûr qu'il est très certainement plus facile d'atteindre des hautes vitesses avec un ballon dans les mains que dans les pieds. Euh, la réponse que j'ai très souvent à cette, cet argument qui m'a avancé, c'est d'accord, mais sur ton terrain pour un joueur de foot, en tout cas pour quelqu'un qui est dans le milieu du foot, bah, tu as 22 joueurs et tu as un ballon. Et le ballon, il est jamais dans le pied de 2 joueurs en même temps. Ouais, Donc, ça veut dire que pendant que tu en as un qui court avec le ballon, bah, tu as allez, on va dire, tu les 19 autres, si on compte pas les gardiens, qui sont en train de courir sans ballon. Et pour le rugby, c'est pareil. C'est encore plus du coup de joueurs qui n'ont pas le ballon en main, même si voilà, il y a beaucoup plus de phases à arrêter en rugby. Euh, et donc, du coup, tu vois, sur une contre-attaque, que ce soit sur le plan offensif ou défensif, celui qui a besoin de courir vite, c'est pas celui qui a le ballon dans les pieds. Tu vois ce que je veux dire? Sur un appel en profondeur, sur une couverture d'un défenseur, sur une projection de ton milieu relayeur. Tu vois, c'est ces joueurs-là qui n'ont pas le ballon, qui ont besoin de courir vite, entre guillemets, et de se déplacer encore plus vite que celui qui a le ballon dans les pieds pour lui proposer des solutions. Donc, c'est pour ça que là où la problématique de la prise d'information pour moi est très importante, la problématique du ballon l'est beaucoup moins, hmm. dans ma vision des choses en tout cas. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et de toute façon, comme tu dis, c'est un débat et c'est des philosophies différentes, mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec le fait que la prise d'information et la notion bah, de jeu, parce qu'on est quand même dans un sport collectif, le foot, où la dimension technique et tactique, euh, parce que tu vois, on n'est pas là à survendre non plus l'aspect athlétique et la vitesse et les sprints et la force max. C'est-à-dire que des joueurs très techniques avec une compréhension tactique et des prises d'information
euh, au-delà de au-dessus de la moyenne, seront quand même très performants. Et en plus de ça, la performance, elle dénote pas d'un seul individu, elle est l'addition et le mélange assez fin Hmm. de toute une équipe. Donc c'est là où c'est quand même intéressant et complexe. Bah ouais, c'est là aussi, il y a forcément une problématique au niveau même de l'entraînement de la vitesse qui est un phénomène microscopique, voire macroscopique à l'échelle de la performance de l'équipe. Mais c'est aussi, bah, forcément, il y a une équipe, c'est une somme d'individualités. Et je suppose que techniquement et tactiquement, même si je ne suis pas un spécialiste, j'ai quand même fait du foot pendant de longues années. Euh, les joueurs et les joueuses ne vont pas avoir les mêmes besoins sur un plan technique et sur un plan tactique. Donc ça veut très forcément, enfin très certainement dire que les joueurs ou les joueuses n'ont pas les mêmes besoins sur le plan physique aussi. Et donc il y a aussi cette nécessité d'individualiser les contenus quand on vient parler d'entraînement de la vitesse. Donc ça ne fait que rendre cette problématique encore plus complexe parce que bah, forcément, euh, je connais vos problématiques en tant que préparateur physique qui travaille au sein d'un club professionnel en termes de temps, en termes de contraintes temporelles et en termes d'opportunités justement de travailler cette qualité physique de la vitesse. Et donc si en plus il faut l'individualiser, bah, ça rajoute encore de la complexité par là-dessus, même si je pense honnêtement que pour moi, c'est la clé pour que justement ce travail-là, il porte ses fruits, quoi. Parce que c'est sûr que si tu n'as que 20 minutes par semaine ou 3 fois 6 minutes par semaine pour travailler la vitesse, et que faut réussir, pour moi, à mon avis, à en tirer le plus possible. Et donc bah, là, ça, c'est une vraie problématique que vous pouvez rencontrer. Et j'aimerais pas être à votre place. Non, mais c'est intéressant ta vision, ce que tu dis. Et après, on essaye quand même de forcément de travailler tous ces aspects-là, d'introduire. Après, tout est dans le dosage et tout est dans l'échange et la réflexion qu'on a et les meilleures stratégies qu'on peut trouver avec le staff pour les joueuses ben, pour placer toutes ces doses de rappel, de vitesse, de force, de renfort, de gainage au cours de la semaine et pour les joueuses. Donc, c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire de manière assez simple et pour avoir un petit résumé, quels sont les différents repères sur les phases que tu nous as présentées, les différents repères correctifs que tu pourrais évoquer, par exemple, sur une accélération, sur la vitesse max, qu'est-ce qui est important à faire, et sur la décélération, disons que pour prendre uniquement ces trois-là, même si on Hmm. ne va pas parler pour le foot du mouvement enfin, de la transition et de l'endurance de vitesse, mais pour parler foot sur les accès, la vitesse max et la décélération, quels seraient pour toi les correctifs éducatifs? Euh, je pense que quand on est du coup, d'un point de vue extérieur, quand on regarde des athlètes courir, si on veut simplifier vraiment énormément euh, l'analyse de manière générale, on va séparer le cycle de course en deux phases. Le cycle avant, donc c'est tout ce qui va se passer en avant du bassin. Donc c'est vraiment la trajectoire que peut avoir, que ce soit la cuisse, le genou, le pied, en avant du bassin. Et le cycle arrière, qui va être du coup tout ce qui va se passer une fois que le pied passe en arrière le pied et le genou passent en arrière du bassin. Donc ça, on peut séparer les deux. Et de manière générale, on va avoir certains joueurs qui vont avoir une dominance à être plutôt en cycle avant et certains joueurs qui vont avoir une dominance et être plutôt en cycle arrière. Le, le cycle arrière, c'est quelque chose qui longtemps, je pense que c'est en train de commencer à être déconstruit, cette image-là, mais quelque chose qui a été longtemps mal vu et qui a eu une connotation négative. Le cycle arrière, entre guillemets, on n'en veut pas.
Euh, Parce que ça se et réfère un peu aux disciplines de fond et d'endurance, non? ouais, voilà, c'est ça. Euh, Après, la question, c'est on en veut, mais on n'en veut pas trop. Et donc, tout ce qui est discipline d'endurance, à partir de certains cours de 400 mètres et surtout à partir de 800, 1500, euh, peut-être un peu moins tout ce qui est 3000 et au-delà, mais en tout cas beaucoup tout ce qui est 800, 1500, euh, c'est des athlètes qui ont énormément de cycle arrière et qui ont une forte dominance en cycle arrière. euh, pour des stratégies d'économie de course, etc. Euh, mais quand on va chercher le sprint, il nous faudra du cycle arrière parce que le cycle arrière, c'est ce qui va permettre de produire de la propulsion vers l'avant, ce qui va permettre de se déplacer parce que c'est de la force qui va être appliquée en arrière du centre de gravité. Et donc, les forces de réaction au sol vont nous permettre d'aller vers l'avant. Euh, mais d'un autre côté, le cycle avant est énormément important euh, parce que c'est tout ce qui va se passer lors du cycle avant, c'est la préparation de la phase de contact au sol et la première partie de la phase de contact au sol. Euh, et donc, c'est comme pour un tir au foot, forcément, là où tu poses ton pied d'appui va aussi dicter la manière dont tu vas frapper ta balle et donc l'efficacité de ton tir ou de ta passe. Et donc, cette phase de préparation va aussi être importante. Euh, donc ça, on peut vraiment le séparer sur ces deux parties. Et bah, l'idée, ça va être de retrouver un certain équilibre. Donc, chez ceux qui ont trop de cycle arrière, eh ben, essayer de recréer un peu plus de cycle avant. Et chez ceux qui ont trop de cycle avant, on peut jamais vraiment avoir trop de cycle avant. Mais si on n'a pas assez de cycle arrière, pour le coup, ben, rééquilibrer pour améliorer la propulsion. Donc ça va être surtout ça va être un principe qu'on peut appliquer, que ce soit en accélération et en phase de vitesse max, retrouver cet équilibre. Euh, et sur la phase d'accélération, l'autre critère majeur euh, qu'on va pouvoir vraiment étudier, ça va être l'orientation du joueur ou de la joueuse. Est-ce que ce joueur est capable de s'orienter dans la direction dans laquelle il veut aller, que ce soit vraiment au niveau de ses hanches ou au niveau de son tronc et de ses épaules. Euh, et quand je parle d'orientation, j'ai exprès pas dit orientation vers l'avant parce que lors d'un changement de direction, par exemple, bah, ça va certainement être une orientation latérale sur les deux premiers appuis qui va ensuite se transformer sur une orientation vers l'avant. Donc, si je devais le résumer, ce serait est-ce qu'il y a un équilibre entre cycle avant et cycle arrière? Et est-ce que lors d'une accélération ou réaccélération après un changement de direction, l'athlète est capable de s'orienter dans la direction dans laquelle il veut aller? Donc, tu nous parlais d'accélération euh, d'accélération latérale. Pour toi, quels sont les groupes musculaires euh, prioritaires enfin, sur ces mouvements d'accélération? Disons que quand tu parles d'accélération, toi, dans ta discipline, tu es forcément sur un démarrage dans les starts. La plupart du temps, je ne sais même pas si d'ailleurs, parfois dans les entraînements, vous utilisez sans les starts. Il y a que peu d'intérêt, mais nous, comme tu dis, il peut y avoir des accélérations dans l'axe, des accélérations avec des démarrages cotés, des accélérations qui sont suite à un blocage complet et un demi-tour. Les groupes musculaires qui te semblent prioritaires. Alors pour moi, il y a un groupe musculaire qui va vraiment être clé, ça va forcément être les fessiers. Excuse-moi. Ça va vraiment être les fessiers, que ce soit grand fessier, moyen fessier, tous les muscles stabilisateurs de la hanche sur le plan postérieur. Ça va être vraiment, je pense, une priorité, surtout grand fessier et moyen fessier. Euh, Après, au-delà de ça, je pense que tout le reste des groupes musculaires vont être importants, vraiment de manière assez égale. Euh,
parce que voilà, on va rentrer là dans tous les muscles de la jambe, que ce soit mollet solaire, enfin, que ce soit jumeau solaire, pardon, euh, ou même tibial antérieur, tibial poste, euh, pour la stabilisation du genou, ça va être important. Et après, bah, forcément, que ce soit les ischio-jambiers, les adducteurs ou les quadris vont être importants également. Euh, mais pour moi, voilà, si je devais vraiment ressortir, si tu me demandes d'en ressortir, ce serait vraiment le duo grand fessier et moyen fessier. Ok. Ouais, très bien. Euh, sur, je reste encore une dernière fois sur l'accélération, parce que c'est quand même des choses qu'on essaie de mettre en place, forcément nous aussi, à notre niveau, dans du travail spécifique ou dans des échauffements. Quelle est, selon toi, la consigne verbale qui pourrait réellement faire comprendre à l'athlète comment il doit agir au sol sur ces phases d'accélération? On parle même plus d'accélération latérale, etc. Hmm. Enfin, disons que sur de l'action vers l'avant, quelles seraient pour toi les consignes ou quelles sont les principales consignes que tu transmets verbalement? Euh, je pense il y en a deux. Enfin, encore une fois, tu vois, il y a ces deux groupes-là que j'essaie de différencier. Donc, il y a le groupe qui va plutôt être avec une dominance de cycle arrière, qui va avoir du coup besoin de réduire ce cycle arrière pour recréer du cycle avant. Euh, et donc là, ça dépend encore une fois de l'athlète, mais la consigne que j'utilise le plus, ou même c'est plutôt une image, c'est d'utiliser ses jambes comme des pistons. Donc d'utiliser vraiment d'avoir ce genou qui monte, qui descend, mais un piston, ça n'a pas de mouvement circulaire, donc c'est vraiment un mouvement dans deux directions, vers l'avant et vers l'arrière. Euh, donc si j'ai un athlète qui doit limiter son cycle arrière et augmenter son cycle avant, je vais plutôt essayer de mettre en place enfin, de lui faire intégrer cette image de piston et après l'associer à de la vitesse et à plus de fréquence. En réalité, c'est peut-être pas plus de fréquence, mais c'est comme ça que je le vulgarise et que je le verbalise à l'athlète. Donc, rajouter de la fréquence et avoir une action de piston. Pour un athlète qui va du coup avoir du mal à se déplacer, du mal à pousser vers l'avant et du mal à créer du déplacement, et qui du coup lui va avoir besoin de créer du cycle arrière. Euh, Là, bah, les deux consignes principales, ça va être de s'engager vers l'avant plutôt que de se pencher ou de s'orienter. Ça va vraiment être une notion d'engagement pour qu'il y ait vraiment euh, une implication complète de l'athlète, un engagement vers l'avant et pousser le sol derrière lui. Donc, engage-toi vers l'avant et pousse le sol derrière toi. Ça, ce seraient les deux consignes que j'aurais tendance à utiliser avec un athlète qui a du mal à créer du déplacement. Ok, bon, ça me rassure, je dis pas n'importe quoi à, à mes athlètes. C'est bien. Ok, Elliot, on se rapproche de la fin. J'ai quelques petites questions. Euh, on l'a évoqué tout à l'heure, la dimension économique. Et juste, si tu avais un budget illimité et accès à des moyens vraiment infinis, Ouais. enfin, quelles sont les choses que tu choisirais avec ton groupe d'athlètes qui te manquent actuellement? La première chose qui est un peu irréaliste, mais c'est que je me relocaliserai dans le sud. Parce que bah, c'est sûr que sprinter quand il fait froid à Paris, c'est pas l'idéal Pour le quand on soleil, n'a du pas coup. de salle. Je pense que honnêtement, je pense que ce serait autant d'un point de vue performance physique que euh, approche psychologique, bien-être, motivation, etc. Ce serait ce qui me permettrait d'avoir le plus d'impact sur la performance de mes athlètes. Honnêtement, sur un sport comme ça qui va chercher du pic de performance et un sport individuel. Donc, si là tu me donnes 10 millions, bah, j'achète une villa avec 10 chambres dans le sud. Comme ça, je loge tous mes athlètes et puis voilà. Ça, ce serait le numéro un. Après, sur un truc un peu plus réaliste, les deux, je dirais même trois éléments.
matériel que j'aimerais, le premier, sans hésitation, ce serait une machine 1080 Sprint 1080 pour avoir tous les paramètres cinétiques de course, force, puissance, vitesse, pour pouvoir calibrer de manière très précise l'entraînement avec résistance, que ce soit la charge en fonction de la distance qui est courue, mais aussi en fonction du profil de l'athlète, et aussi pour pouvoir bénéficier d'une calibration très précise sur l'entraînement de survitesse. Euh, Ça, ce serait vraiment la machine numéro un. Donc, c'est une machine qui coûte 18 000 euros. Si tu as parmi tes auditeurs un généreux donateur, je suis preneur. Mm. Et Ah, sinon, la deuxième machine que j'utiliserais, ce serait une machine de squat yo-yo. J'ai pas envie de citer de marque, mais enfin, il me semble que yo-yo, c'est déjà une marque d'ailleurs. Donc, mais une machine K-Box ou Neuro Excellence qui font ce genre de machine qui permet cette surcharge excentrique, euh, ce overload en excentrique. Ça, je pense que ce serait la deuxième machine que j'utiliserais en musculation du coup. Et la troisième chose que j'utiliserais, c'est un tracker pour le sommeil et le readiness state de mes athlètes au quotidien. Donc, les deux choses qui me viennent en tête, c'est soit la Oura Ring, soit le bracelet Whoop. mm, Euh, donc, ça, ce serait, si j'avais trois éléments d'équipement principaux à utiliser, ce serait ça. Euh, et après, j'utilise aussi beaucoup en musculation Enode, donc, qui est un capteur de vitesse. mm, Et donc, du coup, ça, j'utilise vraiment en musculation. C'est quelque chose que j'utilisais pas l'année dernière et qui a vraiment révolutionné la manière dont j'approchais mes cycles de musculation, euh, qui me permet d'adapter beaucoup plus ce que je fais avec les athlètes, que ce soit en termes de répétition, en termes de set et surtout en termes de charge. Euh, donc ouais, voilà, moi j'utilisais Node. Et sinon, des GPS aussi. Donc ça, c'est très peu utilisé dans le sprint. Euh, Ça commence un petit peu avec le projet de recherche Fulgur qui est mis en place à l'INSEP. mm, Euh, mais ils utilisent eux beaucoup sur tout ce qui est quantification de la charge. Euh, Après, l'avantage qu'on a, c'est que, enfin, moi, si leur séance c'est 3 fois 200, je sais que leur charge c'est 600 mètres. Euh, Donc, au niveau de la quantification de la charge, moi, j'utilise pas trop, mais c'est plutôt justement pour ces aspects endurance de vitesse, euh, même vitesse max, aller chercher la vitesse max sur les GPS. Donc, je travaille avec GPXE en Italie et ouais, vraiment qui offre un support en plus assez bon, une grosse disponibilité, qui sont en train de développer un profil aussi euh, accélération vitesse. mm, Euh, donc ça, pour les sprinteurs, bah, ça m'aide beaucoup. Euh, et donc, j'utilise ça aussi assez régulièrement et ça permet aussi justement d'avoir le fait d'avoir ce profil accélération-vitesse qui se base sur une moyenne parce que de base, ils l'ont designé pour des sports co. mm, Euh, et ben, ça me permet aussi de savoir quel est le niveau moyen de mon athlète sur un jour J où il a fait 6 fois 40 mètres ou 6 fois 60 mètres à des allures très proches de Vmax. Eh ben, j'utilise ce profil accélération-vitesse que je peux avoir grâce à GPXE euh, pour déterminer ce niveau qu'il a au jour J et qui me permet de calibrer les séances futures. Et après, l'objectif, c'est forcément toujours que les athlètes soient capables d'atteindre des vitesses plus élevées semaine après semaine, euh, après la grosse coupure, on va dire, post-saison de l'été, quoi. mm. Ouais, bah, c'est top. Tu viens
de faire une longue réponse avec quelques pépites. Donc, j'encourage les gens qui ne savent pas de quoi tu as parlé, que ce soit du 1080, que ce soit des GPS ou même des bracelets pour monitorer le groupe, etc., d'aller voir ce que c'est. C'est pas mal. Ta réponse était très intéressante. Très intéressante, notamment la première partie. J'ai bien aimé le fait de vouloir déménager dans le sud avec tout ce que le soleil porte sur la santé, etc., etc. Excellent. Comment tu fais pour rester au fait de l'actualité scientifique, des nouveautés, etc. C'est compliqué, je vais pas te mentir, c'est compliqué. Euh, J'essaye, je suis pas aussi assidu que j'aimerais, mais j'essaye une fois par mois de me prendre une journée full où je passe la journée sur PubMed à chercher les nouvelles recherches qui sont sorties sur LinkedIn, sur le ResearchGate de JB Morin, de Pierre Samosino, euh, des gars au Japon, en Nouvelle-Zélande, et essayer d'aller chercher ce qui se passe un peu, voir si ça m'intéresse. Euh, je reste énormément en contact avec mes collègues, hein, que ce soit avec toi. D'ailleurs, il faut toujours qu'on se fasse ce petit catch-up sur tout ce qui est, sur tout ce qui est les règles, etc., les menstruations des femmes et comment adapter l'entraînement par rapport à ça. Parce que tu vois, ça, là, j'ai un train de retard, donc j'ai un train à rattraper là-dessus. Euh, mais ouais, j'essaie de me prendre une journée et après, bah, forcément, je reste en contact avec Baptiste Hamid à Toulouse, avec Pierre Moitry qui est kiné au Racing 92, avec, avec Alan Ryan au Stade Toulousain Rugby, Thomas Boldrini au Stade Rochelet Rugby, pareil, voilà, voir un peu eux ce qu'ils font. Et puis avec mes autres collègues qui sont dans l'entraînement de sprint, hein, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou même quelques-uns en France. Même si voilà, dans le sprint, ça reste un peu plus. Je ne sais pas trop comment c'est. Je pense que dans le foot et dans le rugby, c'est pas comme ça, mais dans le sprint, c'est un peu Ouais, conservateur. On ne heureusement. partage pas trop ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais ou même avec, avec Richard Curzas, qui est responsable du relais 4 fois 100 mètres, j'échange aussi pas mal. Euh, on a tous des emplois du temps qui sont assez remplis, mais voilà, en tout cas, je pense que c'est important aussi de garder cette posture d'humilité et vraiment cette capacité à aller poser des questions à droite, à gauche quand on a des éléments où on manque de conviction ou de certitude, même si voilà, la certitude, c'est quelque chose pour moi d'abstrait, mais je vais utiliser ce mot-là quand même, mais je parlerai plus de conviction. Quand je suis convaincu de quelque chose, bah, voilà, je vais le faire. Mais si je suis pas convaincu, bah, voilà, je vais pas hésiter à envoyer un message aux personnes qui, je pense, pourraient m'aider. Ça, je pense que c'est très important aussi de garder aussi cette ouverture d'esprit. J'essaye en tout cas de rester à la page. J'ai aussi des stagiaires qui travaillent avec moi et donc parfois qui, avec leur mémoire, etc., ou quand je vais donner des cours à l'université, j'ai des questions qui reviennent. Les athlètes dont je dirige les étudiants dont je dirige le mémoire, pareil, ils viennent avec des questions, ils m'obligent à replonger un peu là-dedans. Euh, et donc, je pense que c'est un tout. Euh, J'aimerais faire encore un meilleur taf pour rester encore plus à la page. Mais voilà, c'est sûr que maintenant qu'on est dans le vif du sujet, avec tout ce qu'il y a à gérer, ça peut parfois s'avérer un peu compliqué. Ok, excellent. Excellent. Merci en tout cas pour ta franchise et tes réponses. Je me retrouve pas mal là-dedans et on est, je pense, tous des perpétuels étudiants et les échanges qu'on est en train de faire comme celui-ci permettent de se remettre un peu en question, d'apprendre des nouvelles choses et aussi de le partager du coup à une petite communauté. Mais en tout cas, je pense que c'est toujours important de se former comme ça à notre niveau et à notre vitesse Ouais, tout c'est au long de sûr sa à vie. 100%. Merci Elliot. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux si on a des questions
c'est Bah, toujours. merci à toi. Merci à toi. C'était super cool. Quand tu veux, hein, tu me réinvites sur le podcast. Ah, carrément, j'ai déjà plein d'idées. On pourra se refaire un autre épisode avec grand plaisir. Et puis, bah, vous pouvez me trouver du coup pour tes auditeurs, hein, s'ils veulent me poser des questions, que ce soit sur LinkedIn, Elliot Draper, sur Instagram, pareil, et Instagram et Twitter d'ailleurs. Donc Elliot Draper aussi, et puis mon pseudo c'est L-du-bas Speed is key. Pareil par mail aussi, hein, l.speediski@gmail.com. Et puis sinon aussi suivre, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, le compte de mon entreprise où je poste plutôt tout ce qui est en lien avec la préparation physique qui s'appelle Lita Performance. Ok, Donc Lita, ouais, c'est ça, Lita Performance. on partagera tout ça. Encore merci, mon pote. À la prochaine. Ouais, merci à toi, bonne journée, ciao. Ciao.